On s'est retrouvé avec une quantité de produits et de matériel sanitaire digne de la pharmacie d'un bon hôpital. Au-delà de l'énorme quantité de produits saisis, le bilan de l'opération laisse sans voix. 253 procès-verbaux, 86 personnes arrêtées, 54 coureurs mis en examen. L'opération Trèfle à 4 feuilles est terminée. C'est maintenant à la justice italienne de se prononcer. Nous sommes en juin 2004. Malgré des moyens considérables, une opération de police sans précédent et des milliers de pièces à conviction accumulées dans le dossier d'instruction, la justice italienne n'a à ce jour pris aucune sanction ni aucune date concernant un éventuel procès. Et pendant ce temps-là, les coureurs pourtant pris en flagrant délit continuent de participer aux plus grandes compétitions internationales. Il y a des coureurs qui ont été pris au Giro 2001 la main dans le sac. Et aujourd'hui, certains de ces coureurs sont toujours coureurs ou de nouveaux coureurs. Peut-être se dopent-ils toujours, c'est assez probable. On trouve certains de ces anciens coureurs aujourd'hui reconvertis directeurs sportifs. Et ça n'a pas l'air de gêner le monde du sport outre mesure, puisqu'on les laisse pratiquer leur métier dans le cyclisme comme avant. Il n'y a pas eu de rupture. L'Italie et le monde du cyclisme sont sous le choc. Marco Pantani est mort d'un arrêt cardiaque. Dès l'annonce de sa disparition, des fans se sont massés devant l'hôtel pour saluer une dernière fois leur champion. C'était il y a quelques mois, le 14 février 2004, le corps de Marco Pantani, l'une des plus grandes stars du cyclisme mondial, est retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel de Rimini, en Italie. Dans un premier temps, la police évoque une crise cardiaque, puis vient l'hypothèse d'un suicide lié à sa récente dépression nerveuse. Lors de ses obsèques dans sa ville natale, les journaux parlent alors d'un mélange de drogue et de médicaments que le coureur aurait absorbés. Finalement, il faudra attendre plusieurs semaines et le rapport d'autopsie pour que la vérité éclate. Marco Pantani est mort d'une overdose de cocaïne. Pour Sandro Donati, l'un des spécialistes de la lutte antidopage en Italie, cela ne fait aucun doute. La mort de Marco Pantani est indirectement liée à la prise de produits dopants. Bien sûr, il y a une différence entre les produits dopants et les stupéfiants. Mais il faut savoir que lorsqu'un cycliste commence à prendre des produits dopants, il devient accrodépendant. Et par la suite, il arrive qu'il devienne accrodépendant aux stupéfiants. Si la mort de Marco Pantani a suscité un émoi dans l'opinion publique, d'autres décès plus discrets mais toujours liés au dopage ont également eu lieu cette année. En 2003, 7 coureurs sont morts en Europe. Alors si on ne veut pas dire officiellement qu'ils sont morts du dopage, il faut dire qu'ils sont morts à cause de la pratique du vélo. Cela ne fait aucun doute, le dopage peut aujourd'hui conduire à la mort. Et l'ampleur du phénomène est sans doute plus impressionnant encore que ce que l'on peut imaginer. En l'an 2000, sur l'île de Chypre, plus de 4 millions de doses de PO, le produit le plus utilisé ces dernières années, ont été volées, du jamais vu. Ce business des substances dopantes est désormais aux mains des organisations criminelles. Il est évident qu'une telle quantité de produits n'est pas seulement destinée aux 200 cyclistes du circuit professionnel. 4 millions de doses, cela signifie que des centaines de milliers d'amateurs sont également concernés. Une quantité qui ne laisse donc aucun doute sur l'existence d'un trafic international.
Dans quelques jours, Lance Armstrong, Jan Ullrich, Richard Virenque et les autres prendront le départ de la 101e édition du Tour de France. Ils seront des millions à suivre ces champions. Seulement une question demeure. Y a-t-il parmi eux encore des tricheurs ? Voilà pour cette enquête de Nathalie Keza, montage Marc Boulet. Sachez que 3 ans après ce coup de filet en Italie, la justice prend son temps. Plus de 50 coureurs sont toujours mis en examen, mais le procès n'a toujours pas eu lieu. Parmi ces hommes, certains d'entre eux, comme nous le disions avant notre enquête, seront donc au départ du Tour de France dans quelques jours. Alors, avant de revenir sur les dernières révélations qui concerneraient Lance Armstrong, avant de s'interroger sur le Tour 2004 et d'entendre sur ce plateau le point de vue du ministre Jean-François Lamour, avec nous toujours Christophe Basson, ancien coureur propre, Marie-Georges Buffet. Et puis nous a rejoint Sylvie Wood. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'épouse de Willy Wood, le soigneur de l'équipe Festina, l'homme par qui, entre guillemets, le scandale est arrivé. Vous venez de publier un livre, De la poudre aux yeux, aux éditions Michel Lafon. Ma première question, elle va être assez simple. Est-ce que vous pensez que votre mari a été tout simplement dénoncé ? Écoutez, certainement. Certainement. Dénoncer, bon, ils étaient première équipe mondiale à ce moment-là, dénoncer, ou est-ce que ça aurait pu être aussi un choix du ministère, peut-être, suite au projet de loi qu'il y avait, d'essayer de concrétiser, en montrant ce qui se passait réellement, que cette loi était bienvenue. Marie-Georges Buffet, c'est la première fois que vous vous retrouvez, je crois, sur un plateau de télévision. Oui, je voudrais dire à Madame Buffet que je suis contente de la voir et je voudrais la remercier, mais très sincèrement, pour ce qu'elle a fait, quel que soit votre rôle dans l'arrestation de mon mari et ce qui a suivi. Et franchement, ça enlevait un poids énorme. Et je vous remercie. Je vous remercie, madame. Je voudrais vous dire qu'on n'a pas choisi, on ne pouvait pas d'ailleurs le ministère, de dire aux douanes il faut arrêter telle voiture de telle équipe. Vous étiez au courant ? Non, j'ai appris... Écoutez, je peux vous dire exactement quand je l'ai appris, c'était lors de la présentation des équipes à Dublin, où j'ai vu les caméras arriver, on s'est demandé pourquoi, et on m'a dit, voilà... Non, ce qu'on avait fait, ça je le revendique, après le vote de la loi au Sénat, nous avions mobilisé l'ensemble des forces concernées pour que réellement la lutte contre le dopage se mène. Ensuite, je ne peux pas répondre, moi, s'il y a eu dénonciation ou pas pour cette voiture, mais c'est vrai qu'il y avait une volonté de vraiment d'engager cette lutte. C'est pas un hasard si on a arrêté, en tout cas, Willy Wood ce jour-là, si les douaniers l'interpellent. Ça, c'est les douaniers qui peuvent répondre, c'est pas moi. Sylvie Wood, qu'est-ce que vous ressentez quand vous apprenez que votre mari a été incarcéré, qu'il est en prison ? Écoutez, tout s'écroule ? Sur un point de vue complètement personnel, tout s'écroule parce que je me rends compte que c'est notre vie de famille qui va être bouleversée pendant X temps, qu'il va falloir assurer. C'est quelque chose que vous n'avez jamais pu imaginer qu'un jour... Si, complètement. Sauf que, jusqu'à cette affaire-là, je pense que personne ne savait que c'était pénalement répréhensible. Parce qu'il n'y avait pas eu en matière d'affaires de dopage, de jurisprudence comme cela. Il y avait toujours des maillons qui sautaient, on arrangeait l'histoire entre nous et puis c'était fini. Et je me suis dit, je me suis bien douté que ça allait être un immense cirque médiatique et plus un cirque judiciaire, ça a suivi. Alors ne parlons même pas du cirque sportif. Alors votre mari est en prison et puis vous recevez un coup de téléphone de Bruno Roussel. Ouais. C'est le patron de l'équipe, ils se connaissent très bien, vous le connaissez très bien et il vous demande quoi ? Il vous demande de brûler ces fameux carnets. C'est moi je reçois un coup de fil du SRPJ de Lille à la maison en me disant, écoutez, on a votre mari, me demandez pas pourquoi il est là. Enfin, voilà, c'est tout. Donc je me suis dit, mais pourquoi peut-il être là ? Et puis, j'ai vite fait le tour et je me doutais bien que. D'autant plus que s'il avait tous ses produits, c'est parce que quand il est parti, c'est moi qui lui ai dit... je ne voulais rien qui reste à la maison, tu prends tout ça et tu le prends avec toi et tu le mets où tu veux. C'est donc pour ça qu'il avait toutes ces quantités aussi. Et quand Bruno Roussel vous appelle et qu'il vous demande de brûler ces carnets, ouais, il me dit, non, c'est moi qui l'appelle, je lui dis, mais Willy s'est fait arrêter. Il me dit, on le sait, ils ont perquisitionné au service course. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi on ne m'avait pas averti, pourquoi lui ne m'avait pas averti avant. Et puis il me dit, mais tu regardes dans la maison, tu enlèves tout ce qui peut être, il doit avoir des carnets, tu les détruis, et puis voilà. Et donc, c'est bien sûr, quand il m'a dit ça, moi, la seule chose que j'ai fait, c'est de les récupérer et surtout ne pas les brûler. Parce que je savais très bien ce qu'il y avait dans ces carnets. Et en les sortant au bon moment, on allait bien voir que Willy Wood, gérait le stock, mais il n'y avait jamais une somme d'argent en face des produits distribués. Il y avait des listes de noms. Il y avait, on prend au hasard, Virenque, 3 EPO le 19 mai, Pascal Hervé, 3 EPO là. Donc, il n'y avait pas de notion d'argent.
Et c'est pour ça que ces carnets étaient importants. Qu'est-ce qui vous a manqué à ce moment-là? Christophe Basson, vous en étiez conscient. Villevout, il n'a pas été du tout soutenu par les coureurs. On a vu des vierges effarouchées devant les caméras de télévision. Je tiens juste à préciser ce qui m'a été rapporté par plusieurs personnes. Quand Bruno Roussel, lors du départ du Tour de France à Dublin, a annoncé aux coureurs que Willy était arrêté, la parole de Richard Virenque a été « Mais qu'est-ce que je vais faire sans mes produits ?» Christophe Basson. C'est juste pour résumer l'état d'esprit. Moi, j'étais très, très surpris déjà par ce qui arrivait. Ensuite, lorsque j'ai vu la réaction de certains coureurs, dont Richard Virenque, je me suis dit, pauvre Willy. Je savais que Willy était automatiquement dans la faute comme d'autres, parce qu'on a parlé de Willy, mais on a parlé il y en avait d'autres. Mais bien évidemment, il y en avait d'autres. Mais je me suis dit, pauvre Willy, parce que pour moi j'étais en course, ça faisait 3 années que j'étais dans l'équipe, et Willy était un père pour Virenque. Sylvie, dans votre livre, on a des passages surprenants. On voit bien que le système était organisé, que bien évidemment, l'équipe Festina n'est pas la seule qui était concernée par le dopage. On entend même, et vous racontez, que lors du mariage de Richard Virenque, tout le monde y va, de prendre... Vous avez pris du pot belge vous-même? Les coureurs, les femmes de coureurs, les journalistes? Oui, les journalistes, bien sûr. Les mêmes qui faisaient les leçons de morale sur Antenne 2 lors des retransmissions du Tour et surtout lors de l'affaire Festina. Alors là, on en faisait des gorges chaudes, mais bon... Alors Marie-Georges Buffet, est-ce que l'affaire Festina, en fait, en quelque sorte, n'a pas été un peu un rendez-vous manqué? Est-ce qu'on n'aurait pas dû aller plus loin, crever l'abcès complètement? À un moment, on a pensé que le Tour allait s'arrêter. Aujourd'hui, je me dis peut-être que s'il s'était arrêté, cette fois-ci, peut-être qu'on aurait été obligé de mettre tout à plat. Voilà. Et puis le Tour a repris, malgré tout. Un peu comme si on avait dit, bon, ben, Festina maintenant est dehors, les choses reprennent leur vie habituelle. Et puis ensuite, d'autres tours sont venus. On a eu ce débat avec l'UCI sur les méthodes de contrôle, etc. Bon, ce combat un peu de tranchée qu'il y avait. Et puis on a laissé les choses repartir un peu dans la routine. Et puis on a eu ce tour du centenaire où il y a eu un peu cette imagerie sur le tour du centenaire qui était le tour du renouveau. Et on s'aperçoit aujourd'hui que rien n'est terminé. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je trouve désolant que l'affaire Festina n'ait servi à rien sur un point de vue sportif et éthique du sport. Parce que jusque-là, on pouvait dire qu'on ne savait pas. On ne savait pas qu'est-ce que les personnes risquaient. Christophe était au procès aussi. On a entendu par des professeurs et des médecins le risque du sportif avec un peu de recul suite aux prises de PO. Mais c'est catastrophique ce qu'on a appris là. Et ça a été étalé dans la presse. Je veux dire, il y a eu tellement de reportages faits et on s'aperçoit qu'on arrive à une même l'affaire Cofidis 6 ans après. 6 ans après les faits, l'année en tout cas a été une nouvelle fois riche en affaires et en révélations. Cette semaine encore, un coureur de chez Cofidis a été en garde à vue. Déclaration également de coureurs repentis, mort d'une overdose de l'emblématique en tout cas Marco Pantani, même si la relation de cause à effet n'est pas aussi directe, mais bien évidemment les témoignages hallucinants sur la mécanique des transfusions sanguines. On a l'impression que rien n'a changé. Bien sûr que rien n'a changé, je dirais même que tout a progressé, certainement. Vu qu'il y a à peu près une dizaine d'années entre le moment où les nouveaux produits sont sur le marché et le moment où les contrôles antidopage peuvent les détecter, il y a certainement des produits beaucoup plus actifs que le PO sur le marché, ça c'est sûr. Alors le dernier rebondissement en date est le livre polémique de 2 journalistes qui concerne cette fois Lance Armstrong, l'icône du cyclisme. Les doutes sur le destin hors du commun du coureur américain ne sont pas nouveaux, mais jamais aucune preuve n'est venue démontrer une quelconque culpabilité. Il en avait d'ailleurs joué il y a quelques années déjà lors d'une publicité. Regardez. This is my body, and I can do whatever I want to it. I can push it, study it, tweak it, listen to it. Everybody wants to know what I'm on. What am I on? I'm on my bike, busting my ass 6 hours a day. What are you on? Alors Lance Armstrong, au cœur de la polémique, donc la présomption d'innocence est bien évidemment applicable aux sportifs, mais les questions et les zones d'ombre vont une nouvelle fois peser dès le départ du prochain tour. Avec nous sur le plateau nous a rejoint l'actuel ministre de la Jeunesse et des Sports, Jean-François Lamour. Bonsoir, merci d'être avec nous. On a un peu l'impression que l'atmosphère à quelques jours du départ du Tour de France ressemble fortement à celui de 98. C'est le sentiment que vous avez également ou pas du tout ?
En tout cas, avant le Tour, oui, parce que l'affaire 98 était passée pendant le Tour, si on peut dire. C'est vrai que de révélation en pseudo-révélation, en règlement de compte, on voit bien que l'atmosphère est électrique. Et je dis surtout, une des analyses et des conclusions que j'ai de cet environnement, c'est que si nous ne sommes pas capables d'avoir une lutte antidopage efficace au niveau international, nous ne nous en sortirons jamais. On a beau avoir une loi très performante en France, on voit bien que les produits et ceux qui veulent se tricher ne connaissent pas les frontières et vont soit se préparer à l'extérieur de nos frontières, soit se fournir à l'extérieur de nos frontières. C'est pour ça que j'ai mis en place au début de l'année des commissions régionales de lutte contre les trafics pour justement être en capacité de faire remonter les informations ainsi qu'au niveau d'Interpol, être en capacité de collecter ces informations et d'en retirer ce qui peut être des filières. Monsieur le ministre, est-ce que vous serez sur le Tour de France cette année ? Vous allez vous y rendre ? J'ai dit que je m'y rendrai. Alors, c'est pas la question qu'il faut poser, si vous me le permettez, c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait ou non un tour ? Je crois que la question doit se poser. Moi, je dis oui, il faut qu'il y ait un tour, parce que je suis persuadé, et Christophe Basson le disait tout à l'heure, qu'il y a des sportifs qui se préparent dans la transparence, avec leurs moyens, avec leur volonté, effectivement, d'aller le mieux et le plus loin Christophe possible. Basson, il y a beaucoup de coureurs qui se préparent dans la transparence aujourd'hui pour faire le Tour de France. Disons qu'automatiquement, avec la pression qu'ils ont en France, les sportifs maintenant sont bien obligés, en France, sont bien obligés de jouer le jeu. Et je pense qu'on commence à prendre conscience que le sport doit évoluer. Après, bon, toujours pareil, comme disait Monsieur le Ministre, c'est au niveau étranger, au niveau international que se pose le problème. Le problème, on a l'impression que c'est chez les autres, mais là, par exemple, au départ du Tour de France, moi je m'excuse, on va regarder juste les images que l'on a vues tout à l'heure, je voulais juste vous la montrer également. C'était sur le Tour d'Italie, le Giro, effectivement, cette personne qui s'injecte un produit, on voit des gens effectivement qui s'échangent des produits. L'une de ces personnes va participer au Tour. Est-ce que vous êtes stupéfaite ou vous dites bon ben oui effectivement Non, je dis pas non ben oui, je dis par exemple pour les cyclistes ou n'importe quel autre sportif qui pourrait participer aux Jeux Olympiques, je souhaite qu'il soit écarté de la délégation pour les Jeux Olympiques s'il est mis en examen pour tout ce qui est lutte contre pour tout ce qui est trafic de produits dopants par exemple. Et je pense également qu'il serait bien que les organisateurs du Tour se posent des questions sur les coureurs mis en examen quant à leur participation au Tour. Alors c'est vrai qu'on remet en question peut-être une partie de ce qui est la présomption d'innocence, mais qu'est-ce qu'il y a finalement d'interdit que de suspendre un salarié ou un coureur ? Il ne s'agit pas de lui retirer sa paye, mais de suspendre, de suspendre un athlète qui peut être mis en examen jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Ça veut dire ce que vous dites ce soir, que parmi les mises en examen sur le Giro 2001, vous ne trouvez pas ça normal que des équipes présentent ces coureurs ? Encore une fois, c'est à l'organisateur du Tour à prendre sa décision. Je pense qu'il doit y réfléchir. Je vous rappelle également en ce qui concerne les Jeux Olympiques. Pourquoi est-ce que j'agis de façon aussi précise sur les Jeux ? C'est qu'un sportif mis en examen qui pourrait gagner une médaille aux Jeux, je ne pourrais pas lui retirer la médaille s'il était convaincu de trafic de produits dopants après les Jeux. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Éric Métraud, bonsoir. Vous êtes l'auteur des scandales du sport contaminés chez Flammarion. Est-ce que véritablement la lutte contre le dopage aujourd'hui, on va dire, c'est une vaste hypocrisie ? Parce qu'on a toujours l'impression que les scientifiques qui préparent les coureurs, ils ont toujours un coup d'avance sur les contrôles qu'on opère. Le vrai problème, c'est que le monde du sport ne veut pas faire le ménage. C'est trop douloureux, c'est trop risqué pour le fonds de commerce. Donc on fait semblant. On a perdu 6 ans dans le cyclisme depuis l'affaire Festina. On s'est mis à nouveau la tête dans le sable en 2000, 2001, 2002. Et on s'aperçoit aujourd'hui, avec les témoignages de Jesus Manzano dans l'affaire Kelmé, de Philippe Gaumont et depuis très récemment de David Millard. David Millard, il y a quelques jours, qui était en garde à vue. Que sur le Tour 2003, tout le monde a continué, hormones de croissance, EPO, etc., etc. Donc on se masque la réalité. Madame Buffet parlait tout à l'heure des pressions nombreuses qu'elle a subies pendant son mandat. Il y en a de tous les temps. Le monde du sport ne veut pas. Jean-François Lamont, vous subissez vraiment ces pressions aujourd'hui ou pas ? Il n'y a pas de pression, il y a une volonté politique. Alors effectivement, quand il y a une loi, la loi de 99, aujourd'hui est prête. Quand il y a une loi, celle qui a été votée en 99, c'est-à-dire un an après le Tour de France 98, cette loi, il faut l'appliquer. Monsieur le ministre, vous me parlez de loi, mais concrètement aujourd'hui, on va avoir des coureurs au départ du Tour de France qui sont dopés depuis des mois et qui se préparent à grimper les étapes du Tour alors qu'ils sont dopés. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ou alors est-ce qu'on fait un choix, et c'est une question totalement politiquement incorrecte, est-ce qu'on ne baisse pas les bras et on se dit ce sont les jeux du cirque ? Il n'en est absolument pas question. Nous ne baissons pas les bras. Simplement, encore une fois, je vous l'ai dit, si nous ne sommes pas efficaces et cohérents, c'est tout l'outil du Code mondial antidopage qui est en jeu. Alors, il est certes perfectible, mais au moins nous aurons un outil de référence qui nous permettra
Fédération internationale et gouvernement de travailler ensemble. Je ne vous dis pas que les choses sont réglées d'avance, je ne suis pas naïf, mais je pense que c'est la seule façon véritablement de s'en sortir. Jean-Pierre de Mondard, bonsoir. Vous êtes ancien médecin du Tour, vous connaissiez presque mieux que quiconque la question du dopage en France, en tout cas vous êtes vraiment un spécialiste. Qu'est-ce que vous répondez au ministre? Est-ce qu'aujourd'hui on fait les tests qu'il faut, on est prêt? Moi je pense qu'on le voit depuis 65, la première loi, rien n'a changé. Peut-être les techniques se sont améliorées dans tous les sens, dans le camp du dopage et dans le camp de l'antidopage. Rien n'a changé et il n'y a qu'une façon de faire changer les choses, c'est un bing-bang. Et d'arrêter le Tour de France une année, là tout le monde est obligé de se mettre à table, les coureurs, l'encadrement, tout le monde, et on voit comment on peut en sortir. Alors que depuis 40 ans, rien n'a changé, le ministre de temps en temps change, mais l'encadrement du sport est le même, donc il n'y a pas de raison. Et on le voit avec Manzano, avec Cofidis, rien ne change. Ils sont en France, Cofidis. Il y a quelques jours, dans le journal de l'Équipe, je crois que vous avez déclaré qu'il n'y a que les imbéciles qui se font prendre aujourd'hui dans les contrôles antidopage. Bien sûr, en compétition, je pense effectivement que les protocoles sont, pour ceux qui veulent tricher en tout cas, encore une fois, je ne parle pas de tous les sportifs et je ne mets pas encore l'accent sur le cyclisme, plutôt qu'un autre sport. Mais je pense qu'effectivement que les contrôles en compétition ont montré leurs limites. Maintenant, ce qu'il faut que nous soyons en capacité de faire, ce qui n'avait pas été fait précédemment, c'est faire de vrais contrôles inopinés, c'est-à-dire trouver le sportif là où il s'entraîne quotidiennement et le prendre là où il s'engage dans un protocole de préparation à un grand rendez-vous. Encore une fois, je ne suis pas naïf, c'est un combat de tous les instants et nous avons véritablement à avancer de façon efficace au niveau international. Un ministre qui stoppe le Tour de France, c'est pas envisageable, c'est quelque chose qui... Mais encore une fois, quelle réalité alors à ce moment-là, ça veut dire, mais pour faire le point et des sportifs donc, qui se préparent correctement, il faudrait les empêcher de faire le Tour de France et d'autres contre eux. Mais écoutez, mais au moins si vous voulez, alors c'est une vision effectivement qui est extérieure au monde des sportifs qui se comportent correctement. À partir du moment où un sportif veut se préparer dans la plus grande des transparences, avec ses moyens, avec un encadrement médical et paramédical transparent, et bien à ce moment-là, ceux-là, ils doivent participer au Tour, ils y ont droit et je crois qu'il faut le maintenir dans cet esprit. Les grandes fédérations ne jouent pas le jeu. Un événement qui date de 10 jours, donc le Croate Ivica Olic a été contrôlé positif. On parle de l'euro de football, on parle beaucoup du cyclisme, mais on oublie les autres sports. Parlons du foot, car on oublie beaucoup le football. Et c'est une vraie injustice, effectivement. Donc il a été contrôlé positif aux corticostéroïdes. On dit c'est une pommade, résultat 6 600 € d'amende pour l'équipe de Croatie, réprimande aux médecins. Mais dans le même temps, le Swiss Fry qui a craché est suspendu 5 matchs. Donc la réalité c'est quoi finalement? C'est qu'il est moins grave de tricher avec les règlements, puisque cette pommade n'avait pas été déclarée, que de cracher sur un adversaire. C'est là, c'est ce 2 poids 2 mesures. Je voulais rajouter que chaque raté de la lutte antidopage détruit des mois de travail des ministres, des gens du CNOSF, etc. L'affaire de Villiers, pour moi, a été une catastrophe dans le monde du rugby. Vous avez un sportif contrôlé positif à l'ectasie, à la cocaïne, qui est suspendu au nom de l'éthique quelques petites semaines. Et pendant ce temps-là, un jeune de n'importe quel comité qui aura fumé un joint dans une soirée sera suspendu 2 ans. C'est le 2 poids 2 mesures qui tue la lutte antidopage. Je voudrais, avant de finir, qu'on revienne sur le cas de Lance Armstrong. C'est l'icône du cyclisme aujourd'hui. Lance Armstrong, Christophe Basson, c'est le patron du peloton, c'est vraiment lui. Vous avez eu des petits problèmes avec lui d'ailleurs. Il vous a reproché votre discours à vous. C'est un sportif qui veut se positionner comme un patron, mais si vous en discutez avec le peloton, vous verrez très bien qu'il n'est vraiment pas aimé et c'est pas du tout un représentant. Mais lui, contrairement le représentant de la lutte antidopage. Mais disons que si vous lisez bien l'histoire de Lance Armstrong, c'est bien ça. Je veux dire, d'entrée, il a voulu se positionner comme un meneur et c'est ce qu'il veut être. Il veut être le représentant de tout le peloton international et c'est vraiment pas le cas. Alors, il essaye et auprès des médias, il est très fort avec les médias. Et il essaye de se positionner comme ça, mais... Justement, je voudrais qu'on l'écoute. C'était il y a 4 ans, lors d'une émission qui s'appelait Hors Stade sur M6. Il était interviewé par Eddie Pizzardini. Il y a 4 ans, Lance Armstrong, on lui posait la question de savoir pourquoi et comment se fait-il qu'il était en relation avec le docteur Michele Ferrari, qui était là le médecin en relation le plus avec les coureurs dopés, c'est ça, hein, Christophe Basson. Et puis il répondait à la question de savoir s'il prenait des produits. Écoutez-le, c'était il y a 4 ans. Ça sonne comme un écho 4 ans plus tard. Écoutez. Vous connaissez ces docteurs? Tout le monde les connaît. Le problème en cyclisme, c'est que tout le monde pense tout savoir. Avez-vous travaillé avec ces gens-là? Ce n'est pas le problème. J'ai mon entraîneur, mon directeur sportif, mes médecins. Dans le vélo, tout le monde dit n'importe quoi. Tout le monde pose des questions. Tout le monde est suspicieux. Ça suffit. Désolé, mais il n'y a pas de preuves.
Dans le pays où j'ai grandi, vous êtes innocent jusqu'à ce que l'on prouve que vous êtes coupable. En France, vous êtes coupable avant même d'avoir eu l'occasion de prouver que vous êtes innocent. Voilà Lance Armstrong qui fait l'objet effectivement de nouvelles révélations dans ce livre, Elle est confidentielle, les secrets de Lance Armstrong, écrit par Pierre Ballester aux éditions La Martinière. C'est sa soigneuse, je crois, en tout cas, enfin sa masseuse, qui notamment révélerait qu'effectivement, elle aurait été chercher des produits pour lui, il aurait reconnu devant elle qu'il se dopait. C'est un témoignage, ce ne sont pas des preuves, mais c'est en tout cas un nouveau témoignage. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Métro? Écoutez, à quelques jours du départ du Tour de France, Lance Armstrong, qui était le dernier pilier intact du temple du cyclisme professionnel, se fissure un peu plus. Et le livre de Ballester et Walsh, qui est une excellente enquête, a au moins un mérite, c'est de faire un portrait psychologique redoutable de Lance Armstrong, notamment montrant qu'au fil du temps, Lance Armstrong a toujours plus lutté contre les gens qui s'opposaient au dopage que contre le dopage lui-même. Et c'est vrai que c'est un portrait psychologique, son cynisme, sa froideur ressort très fort, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les soupçons sont plus forts que jamais sur Lance Armstrong. La même question. Christophe Basson, vous avez des doutes sur Lance Armstrong? Des doutes, mais de toute façon, j'en ai toujours eu, ça c'est évident, je ne peux pas dire le contraire. Et à chaque fois dans les débats, on me pose toujours la même question, et la seule réponse que je donne, c'est au public, je dis, je pense la même chose que vous. D'accord. Jean-Pierre Monard, votre avis peut-être plus scientifique celui-là? Oui, il ne m'a jamais convaincu. Dans tout ce qu'il a fait, c'est pas quelqu'un qui est contre le dopage, c'est quelqu'un qui est pour le dopage. Il y a des exemples, on a cité à l'instant, il y en a un autre. Filippo Simeoni, un coureur qui témoigne contre Ferrari en disant que Ferrari l'a dopé. Et bien sûr, ça n'arrange pas Armstrong qui se fait soigner par Ferrari. Et il le traite de menteur. Il sort Basson du Tour de France. Dans son bouquin, dans une interview, il dit qu'il n'a jamais pris de PO, même pour soigner son cancer. Et quand on lit son livre, il dit qu'il prend le PO. Donc, ou il n'a pas lu son livre, ou il nous raconte des histoires. Christophe Basson, c'est ça, il vous a exclu du Tour de France, exclu en tout cas du peloton? Disons que bon, parmi tant d'autres, je veux dire, c'était pas le seul. On m'a poussé de la sortie. C'est vrai que moi aussi. Un coureur propre, ça lui allait pas. J'ai tout fait aussi pour être exclu. Je suis allé à l'encontre de tout le monde. Donc automatiquement, j'attendais. Vous avez simplement pas pris de produit. Vous n'avez pas tout fait. Oui, mais j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Donc à partir de là, ça dérangeait. J'avais plus ma place. Donc lui, c'est vrai que justement, là aussi, il a voulu se positionner en tant que patron et dire que j'avais pas ma place et que je devais sortir. Mais bon, pour moi, c'est pas ce qui m'a au fond touché. Mais il l'a fait, c'est vrai. Jean-François Moore, une conclusion face à cela? La spécificité du cyclisme, je crois, c'est cet esprit de consanguinité qui existe dans ce milieu. C'est-à-dire tant que ce milieu ne s'ouvrira pas sur des éléments extérieurs, des gens référencés, qui ont leur diplôme. On parlait tout à l'heure des soigneurs. Sachez que ces gens-là n'ont aucun diplôme. Alors, d'ailleurs, j'ai fait en sorte que dans les équipes médicales et paramédicales des groupements sportifs, on ait au moins un organigramme médical transparent. Il y a des vrais médecins qui font quand même des actes antidatés aussi. Oui, mais au moins, ils prennent leurs responsabilités. Je ne dis pas que tous les médecins, effectivement, sont des médecins propres, mais au moins une transparence dans la chaîne médicale. Et puis je crois effectivement qu'il faut que ce monde du cyclisme s'ouvre. J'ai l'impression qu'on recycle toujours les anciens coureurs dans le même monde, et je pense que c'est un des éléments qui fait que ce monde n'arrive pas à évoluer, n'arrive pas à changer de culture. Le vélo et les autres sports, parce qu'effectivement, on a souvent le vélo qui est le bouc émissaire, mais on oublie... De toute façon, le dopage, c'est lié à la compétition, donc vous allez trouver du dopage dans tous les sports. Il faut être infantile pour croire qu'il y a des sports qui sont épargnés. Alors bien sûr, il y en a qui sont plus touchés que d'autres. Alors à nous, journalistes, à vous également, effectivement, de regarder aussi ailleurs que sur le cyclisme, parce que ce sport est un sport fabuleux. Merci Christophe Basson, merci Monsieur le Ministre, merci Jean-Pierre Monard, merci Eric Métro, merci à tous, merci à toute l'équipe pour cette saison et cette aventure passionnante qu'est Secret d'actualité, à Jean Marégois, Thierry Ornet, Florence Savel-Escudier, Patricia Lepic, Éléonore Montfort. Durant tout l'été, nous nous retrouvons le dimanche soir, chaque semaine, pour les plus belles enquêtes de l'année de Secret d'actualité, avec à la réalisation les équipes de Serge Calfon. Merci à Philippe Laby, à la direction de l'information pour sa confiance. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de soirée sur M6.